Le président de la République arrive à Niamey pour participer au sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique et la session extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine. Le Premier ministre préside une réunion du Haut Conseil de la numérisation. Des membres du gouvernement s'activent à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé ce soir dans la capitale de la République du Niger pour participer au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique et à la session extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale en Afrique. Le président de la République a été reçu à la passerelle de l'avion à son arrivée à l'aéroport international de Niamey par une délégation de haut niveau de la République du Niger conduite par le Premier ministre M. Oumoudou Mahamadou et notre ambassadeur à Addis Abeba, notre représentante permanente auprès de l'Union africaine, son Excellence Madame Khadjetou Mbarkwal, et l'ambassadeur de Mauritanie auprès de la République du Niger, son Excellence Monsieur Sidati Ould Ahmed Aïch, ainsi que le personnel de notre ambassade à Niamey et un certain nombre des membres de notre communauté dans ce pays frère. Les honneurs vous ont été rendus par la mission de gendarmerie nationale sous les ordres du chef d'escadron Mohamed national. À vos ordres, Excellence. Conformément à nos traditions, de vous présenter un menu artistique. شعبك واحنا شعبك نختار زاد نقولوا لك عنك مفاد
انتجت انت للحانو موريتاني فيك انت عاد مستقبلها فيك وباني شعبك لما عليك وجاد بتحانيك انت لحاني شعبك تعبان ولا وقاد يرخيك وقايل سياني يا الشعب الفرصة جاتك رحب وافرح يا شعب اليوم قيم بالعشرة ما متلوم عنك شطحاني تعالوا رحب ما ملوم يا الشعب يجيب الوراني وفخام السيد الرئيس Mauritanie, mes respects. Qui est déjà là, le président? Il sera là. Je crois qu'il va être ce soir. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, s'est entretenu ce soir dans sa résidence à Niamey avec les présidents nigériens et tchadiens, respectivement messieurs Mohamed Bazoum et Mohamed Idriss Déby Itno. Les entretiens ont porté sur les domaines de coopération existants entre les trois États et les voies et moyens de les renforcer davantage au service de la sécurité, du développement et des intérêts communs. Les présidents ont également passé en revue les questions d'intérêt commun. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a quitté Nouakchott aujourd'hui à destination de Niamey pour assister au sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique et la session extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine. Le président de la République a été salué à l'aéroport international de Nouakchott au Toussi par le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Massoud, la ministre conseillère à la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné d'une importante délégation qui comprend Madame Mariam Nteddah, première dame, Koumbaba, ministre conseillère à la présidence de la République, Ousmane Mamoudou Khan, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Sid Ahmed Ould Mohamed, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Lemra Abdoul Bannahi, ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Ismaïl Ould-Cheikh Ahmed, directeur de cabinet du président de la République, Hadjatou Mbarak Fall, ambassadrice de Mauritanie à Addis Abeba, représentante résidente auprès de l'Union africaine, Sidati Ould Ahmed Aïcher, ambassadeur de Mauritanie à Niamey, Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la présidence de la République, Traoré Harouna, chargé de mission également à la présidence de la République, El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Je vous le disais en titre, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Massoud, a présidé aujourd'hui au Premier ministère une réunion du Haut Conseil du numérique. La réunion a permis de passer en revue les résultats du suivi des recommandations des précédentes réunions, le plan d'action de la transformation numérique et la feuille de route du renforcement de la couverture par le biais des réseaux de communication. Le Conseil a également évalué le niveau d'avancement du projet de mise en place d'une plateforme de dématérialisation d'un bouquet de services en ligne et la digitalisation des moyens de paiement de ces services. Aussi, il a été question de la numérisation des procédures des marchés publics. Après ample discussion, le Conseil a approuvé les documents qui lui étaient soumis. À la fin de la réunion, le Premier ministre a exhorté les participants à accélérer la mise en œuvre des projets et programmes approuvés afin d'améliorer la qualité du service rendu dans les domaines de la communication et de l'Internet. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République poursuit sa tournée dans l'état du pays.
notamment au Houd al-Sharqi, où il a effectué une visite dans la Muqata'a de Mbek Lahwash, une visite au cours de laquelle il a été discuté avec les populations des programmes de l'État ciblant les populations. L'occasion également pour les populations de cette Muqata'a d'exposer devant le ministre secrétaire général à la présidence les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le point avec Abdullah Damaba. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Moulay Ould Mohamed Laghdaf, s'est rendu à Mbek Lahwash. Relevant de la Muqata'a de Dhar sur place, il a été reçu par les élus locaux, cadres, dignitaires de ces localités, afin d'échanger avec les résidents sur les problèmes auxquels ils sont confrontés, les projets de développement exécutés en leur faveur et partager avec eux le programme du président de la République au profit des habitants de cette contrée. Sur place, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a annoncé le démarrage imminent des travaux de la construction de la route reliant Mbeka à Nema à partir du mois prochain. Il a aussi indiqué que l'État a pris toutes les dispositions nécessaires afin que les échéances électorales qui pointent à l'horizon se déroulent dans la transparence, appelant toutes les parties concernées à la retenue, la fraternité et le respect mutuel. Le Wali Moussaïd de la wilaya du Houd al-Sharqi, Mahfoud Hadaminbou, a remercié les habitants de cette Muqata'a pour leur mobilisation. Plusieurs autres résidents de cette commune se sont par la suite exprimés. Ils ont tour à tour salué la politique menée par le gouvernement. Ils ont aussi mis en avant le leadership du chef de l'État qui a permis, disent-ils, le développement socio-économique du pays. Les habitants n'ont pas manqué de saluer les interventions au profit des franges démunies de la société, dont l'octroi d'une aide financière aux citoyens démunis, l'assurance santé dédiée à cette couche et l'appui apporté aux éleveurs, entre autres. Dans le cadre des festivités marquant le 62e anniversaire de l'indépendance nationale, coïncidant avec l'anniversaire de la création des forces armées, le 25 novembre, le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, en compagnie du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Abdallahi Ahmed Aïcha, a inauguré aujourd'hui à Nouakchott des bâtiments administratifs et de services. Bokar Baylaba. Ces bâtiments administratifs et de services inaugurés par le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould-Sidi, permettront de renforcer le dispositif technique et numérique de la gendarmerie nationale. En compagnie du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Abdallahi Ahmed Aïcha, le ministre de la Défense nationale a été édifié sur la logistique déployée pour permettre à la direction des services d'information et des traces numériques d'être au diapason de la réalité du terrain. Pour cela, c'est une structure numérique qui a été mise en œuvre, une structure où le numérique est mis fortement à contribution. Des explications détaillées assurées par les responsables des bâtiments visités sur le rôle et les résultats techniques et scientifiques escomptés qui vont permettre de moderniser l'action de la gendarmerie nationale. Le ministre de la Défense nationale s'est également informé des bureaux administratifs et d'un système pour la conservation des données et des archives numériques et un club d'officiers en 2 niveaux. Le premier pour les hauts gradés, le deuxième comprend un restaurant entre autres installations. Les rideaux sont tombés hier sur les travaux de la 6e conférence mauritanide qui s'est tenue au Centre international de conférence Al-Mourabitoun, organisée par le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, avec la participation de grandes compagnies internationales spécialisées dans le domaine de la prospection pétrolière et l'exploitation des mines. Cette édition a vu la participation de 2000 personnes nationales et étrangères et l'organisation de 50 conférences. Aminata Khan nous en dit plus. Le dernier jour du Salon des mines a été marqué par la visite du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, Ahmed Salem Mohamed Salah, au niveau des stands. Il était accompagné par le ministre de l'économie et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamadou Kane. Lors de la visite, les 2 ministres ont été édifiés de la part des exposants sur la nature des prestations et des services qu'offre leur société. Ensuite, le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie a déclaré que les perspectives de développement du secteur de l'énergie et des minéraux dans notre pays sont prometteuses en dépit des défis et peuvent contribuer à transformer l'économie nationale, sa qualité et sa structure.
Le ministre a insisté sur la transition énergétique qui, dira-t-il, est aujourd'hui l'un des facteurs qui peuvent encourager et mener un tournant dans l'histoire en la matière. La transition énergétique signifie une transition progressive vers des énergies à bas carbone comme l'hydrogène à bas carbone et ses dérivés. L'économie mondiale décarbonée commence à se dessiner et offre à notre pays, selon le ministre, des opportunités de développement sans précédent pour élever le niveau de croissance et créer un véritable tissu industriel dans le but d'éliminer le chômage. L'un des exposants au niveau des stands s'est exprimé et il a déclaré en substance. Et donc je suis ici pour parler des activités de notre entreprise et parler aussi de l'expérience que nous avons pu laisser sur le marché mauritanien. Aujourd'hui, nous sommes presque leaders du transport international avec à notre actif plus de 1500 camions organisés annuellement depuis notre ouverture. Et donc, nous espérons bien sûr satisfaire davantage le marché mauritanien et encore les opérateurs pétroliers, énergétiques et miniers. Cet événement est important, capital pour nous, dans le sens qu'il regroupe à la fois les PME, les moyennes entreprises et les multinationales. Et vu que nous faisons partie des multinationales, nous avons aussi remarqué l'importance de cette activité qui a à la fois son impact médiatique d'un côté et d'un autre côté son impact économique. Et donc ces deux concepts réunis nous permettront bien sûr et logiquement modifieront l'avancée des tournures de l'économie mauritanienne dans le futur. Il est à noter que le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a élaboré un programme pour renforcer les capacités techniques et former le cadre humain en vue de renforcer les capacités de nos entreprises locales. Direction à présent Kifa, la capitale de la Sabah, où le ministre de l'Élevage a procédé à la pose de la première pierre du complexe de stockage des pots de bétail, un programme qui sera mis en place par ce département au profit des wilayas de la Sabah, de Nouakchott et du Gorgol. Le ministre de l'Élevage a également supervisé l'inauguration d'un marché de bétail composé d'importantes installations qui donneront aux éleveurs l'opportunité de développer leurs élevages. Mohamed El-Khattat. C'est dans le cadre des festivités de commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale qu'intervient cette pose de la première pierre de ce complexe de collecte et de conservation des pots, supervisé par le ministre de l'Élevage, M. Mohamed Abdelrahman Ould-Adman, en compagnie du wali de la Sabah, M. Abdelrahman Ould-Hassan, dans les environs de Kifa. Il s'agit en fait de la construction de 3 hangars pour le stockage des pots bruts à Nouakchott, Kifa et Kayedi sur financement du budget de l'État. Il faut noter que ce complexe de collecte et de conservation a une capacité de stockage de 3000 tonnes de pots qui seront ainsi conservés et commercialisés dans des conditions optimales. Le ministre de l'Élevage a également procédé, non loin de ce complexe, à l'inauguration d'un marché de bétail financé par la Banque mondiale dans le cadre du PRAPS, le projet régional d'appui au pâturage au Sahel. L'occasion pour le ministre de rappeler que ces inaugurations s'inscrivent dans le cadre du programme du président de la République visant à valoriser les richesses animales, comme en atteste la grande dynamique mise en œuvre par le secteur, créant des infrastructures de base nécessaires à la production, la transformation et la commercialisation. D'où a-t-il dit l'inauguration de ce marché à bétail à Kifa, exécuté par le PRAPS et qui s'inscrit dans un programme de construction de 20 marchés de bétail dans les différentes wilayas du pays. Au cours de la cérémonie d'inauguration, les élus, les acteurs économiques de la wilaya et les acteurs dans le domaine agropastoral ont loué ces réalisations, le maire de Kifa rappelant que la construction du marché de bétail à Kifa a longtemps été une demande des éleveurs et des populations. C'est dire que le département de l'élevage ne ménage aucun effort pour améliorer les services publics et les rapprocher des citoyens tout en valorisant les richesses animales du pays et créer une économie forte contribuant à impulser le développement local.
La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a supervisé le lancement de plusieurs projets de développement dans la wilaya de la Saba. La ministre a également procédé à la distribution de financement à certaines activités génératrices de revenus et de médicaments aux patients souffrant d'insuffisance rénale. Bokar Baylaba. Première activité de la ministre de l'Action sociale de l'Enfance et de la Famille à Kifa. C'est cette cérémonie de lancement de la distribution des fonds aux gestionnaires des groupements d'intérêt économique. Mme Sefie Mintiteha a expliqué que ce programme s'inscrit en droite ligne des efforts du département. Objectif, impulser une nouvelle dynamique des groupements d'intérêt économique. Elle a en outre passé en revue les actions engagées par l'État pour renforcer l'autonomisation des femmes, précisant que les GIE constituent une parfaite illustration. La deuxième activité ministérielle, c'est cette visite aux ateliers de formation de dizaines de femmes dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Là aussi, la ministre de l'Action sociale de l'Enfance et de la Famille a été édifiée sur le contenu de la formation, les moyens déployés et les résultats escomptés. Troisième activité, le lancement du processus de distribution de médicaments aux patients souffrant d'insuffisance rénale au niveau du centre hospitalier de Kifa. Et à ce sujet, Mme Safia Minteha a indiqué que ce programme est mis en œuvre entre le ministère de l'Action sociale de l'Enfance et de la Famille et la CAMEC. C'est la centrale d'achat des médicaments et des consommables. Une série d'activités qui se sont achevées par la visite au centre de petite enfance. Et sur place, les responsables de la structure ont fourni des explications détaillées à la délégation sur les efforts déployés pour dynamiser ce centre. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a inauguré le Café des écrivains relevant de l'Union des écrivains mauritaniens. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et de plusieurs personnalités intéressées par la culture. Commentaire signé Aminata Khan. Par la coupure de ce ruban symbolique, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports inaugure le Café des littéraires, un espace d'échange entre les littéraires, les penseurs et les écrivains de la langue arabe. Lors de son allocution pour la circonstance, le ministre de la Culture, Ahmed Ould Soueidat, s'est dit heureux de participer à cette rencontre qui, selon lui, va renforcer l'ancrage de la poésie chez nous, déjà connue à travers le monde par le pays de 1 million de poètes. Il a en outre remercié l'Union nationale des littéraires et écrivains de Mauritanie pour leur implication et leur contribution au service du rayonnement culturel. En guise de récompense aux efforts qu'ils ont déployés pour le rayonnement culturel chez nous, le ministre de la Culture et son homologue de la Santé ont reçu des échantillons symboliques des mains du président de l'Union nationale des littéraires et écrivains. Le ministre de la Santé s'est exprimé à cette occasion et a indiqué que la culture mauritanienne occupe une place importante. Il poursuit en indiquant qu'il voyage et qu'à chaque fois il est interpellé par des étrangers qui pensent que tous les Mauritaniens ont des dons de poésie. Il poursuit en indiquant que l'Union des littéraires et écrivains de Mauritanie a pensé en avance en mettant en place ce café qui va assurer sans nul doute la relève. Un mémorandum d'entente a été signé entre l'Union des littéraires et écrivains de Mauritanie et l'Institut culturel africain et arabe et un autre mémorandum entre l'Union et l'Assemblée de la langue arabe. S'exprimant, le président de l'Union des littéraires et écrivains de Mauritanie a indiqué que la poésie occupe une place importante dans le pays et que les écrivains ont toujours contribué au rayonnement scientifique du pays. À la fin de la rencontre, plusieurs poètes se sont succédés à la tribune.
Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en coopération avec le Bureau international du travail, a lancé ce matin à Nouakchott un atelier sur l'examen et l'approbation du plan national relatif aux métiers verts dans la perspective de la transition vers la durabilité environnementale en Mauritanie. Cet atelier vise à mener une analyse approfondie du plan d'action afin d'en faire un outil d'aide à la promotion et à la création d'emplois verts dans notre pays. Mohamed El-Khattab. Après un premier atelier en octobre 2021 sur les emplois verts, voilà le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui lance cet atelier de validation du plan national de promotion des emplois verts dans une perspective de transition vers la durabilité environnementale en Mauritanie. L'occasion pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Lalia Camara, de souligner qu'il s'agit de faire évoluer la Mauritanie vers un avenir plus vert, plus résilient et plus prospère. L'une des recommandations fortes de l'atelier 2021 était de procéder à une analyse préalable du potentiel de création des emplois verts en Mauritanie. Donc avec l'appui du BIT, cette étude a été menée par un groupe d'experts mixte qui a produit le rapport de cette analyse, le rapport qui vous a été soumis. Donc, mesdames et messieurs, entre le 1er juillet 2021 et le 30 août 2022, le ministère de l'Environnement a créé plus de 900 emplois permanents et également plus de 40 000 emplois occasionnels dans les activités de la restauration des écosystèmes, également du reboisement et de la préservation de l'environnement, et ce essentiellement au profit du monde rural. Le ministère a également vise également à travers cet atelier à approfondir cette approche de création d'emplois verts en identifiant des pistes concrètes d'amplification et de nouvelles opportunités de promotion des emplois verts. Donc je vous invite donc à analyser de manière approfondie le plan d'action qui vous a été présenté et qui vous a été soumis, afin que nous puissions en faire un outil d'aide à la promotion et à la création surtout d'emplois verts en Mauritanie et sur ce créneau porteur. Mesdames et messieurs, je remercie tout particulièrement le BIT pour l'intérêt et l'accompagnement, d'une part pour l'adhésion de notre pays à l'initiative Action climatique pour l'emploi, et d'autre part pour la présente étude et pour la présente analyse situationnelle et l'élaboration de ce plan d'action sur lequel vous allez travailler. J'invite l'ensemble de nos partenaires à soutenir la mise en œuvre de l'ambitieux plan d'action final qui résultera de nos travaux. De son côté, le représentant du Bureau international du travail a réitéré la détermination de son institution à poursuivre son soutien au gouvernement mauritanien. À travers cette approche, il sera possible de créer un écosystème favorable à la promotion de l'économie verte et à une transition équitable. Et ça sera une bonne porte d'entrée au niveau national, sectoriel et sous-sectoriel pour le développement et la mise en place d'initiatives pourvoyeuses d'emplois productifs, écologiquement durables et décents, en nombre suffisant pour endiguer le chômage. La Mauritanie, à l'instar d'autres pays, se prépare donc à cette transition. Et je remercie particulièrement l'intérêt de Madame la Ministre dans ce sens, avec cet atelier, qui demande un encadrement institutionnel nouveau, des compétences nouvelles et un accompagnement ciblé. Ainsi donc, il reviendra aux participants à l'atelier d'approfondir la discussion et l'analyse sur le plan d'action national pour constituer un outil permettant de développer et de promouvoir le développement vert en Mauritanie sur cette approche visant à réaliser un développement global et durable. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, et son homologue de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Un résumé de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement avec Eminem Takhlil. Suite à l'approbation définitive du plan général d'aménagement de la ville de Tintan, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a rappelé que l'actuel plan est le fruit d'un long processus démarré au lendemain des inondations de 2007 qui ont touché la ville de Tintan. Il a indiqué qu'à ce sujet, beaucoup d'efforts ont été consentis, notamment à travers l'établissement pour la réhabilitation et la rénovation de la ville de Tintan, et a précisé que l'actuel plan général dénote d'une nette amélioration des plans précédents adoptés en 2009 et 2017. Il a indiqué que le nouveau plan est d'ores et déjà mis en œuvre à travers l'aménagement des espaces publics, la mise en place d'équipements publics, l'élaboration de tracés de route, l'interdiction de construire dans des zones inondables de l'ancienne ville, sauf pour le développement d'une activité agricole, entre autres.
Le ministre a également déclaré que le nouveau plan prévoit la construction d'axes routiers dans la nouvelle ville ainsi que l'extension du réseau électrique. Par ailleurs, le ministre est revenu sur les inaugurations et poses de première pierre que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a effectuées le mercredi 23 novembre 2022. Il a, à ce propos, rappelé que les inaugurations s'inscrivent dans la dynamique enclenchée pour soutenir l'école républicaine. Il a indiqué que 28 écoles ont été réhabilitées à Nouakchott, dont le lycée de Théeret, visité par le président de la République. À cela s'ajoutent 22 autres écoles réparties dans les 3 wilayas de Nouakchott. De son côté, le porte-parole du gouvernement a répondu à un certain nombre de questions, dont l'une se rapportant à l'avancement du projet de construction de la route Tijikja-Sélibabi. Répondant à cette question, le ministre a indiqué que les travaux ont déjà été entamés et qu'une pose de première pierre sera effectuée dans le cadre des festivités commémoratives du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. S'agissant de la surpopulation carcérale, le porte-parole du gouvernement a relevé de nombreuses actions initiées par le gouvernement pour venir à bout de ce problème, notant la construction de nouveaux centres de détention Anbeke et Bermougrain, tout comme la réhabilitation de la prison de Nouakchott. De plus, il a souligné que la surpopulation s'explique aussi par la lenteur des procédures administratives et judiciaires qui peuvent être plus ou moins longues. Pour ce qui est de la visite du président du Conseil européen en Mauritanie, le porte-parole du gouvernement a estimé que c'était un témoignage de l'importance dont dispose notre pays dans le concert des nations. Il a été question, selon lui, d'échanger et de prendre en compte l'avis de la Mauritanie sur des sujets d'intérêt commun, notamment dans la sous-région. Enfin, M. Nani Ould Chrouqa s'est félicité du bon déroulement de la semaine culturelle et a affirmé que les indicateurs du rapport sont satisfaisants. Il a également noté qu'elle a été l'occasion de mettre en exergue les différences culturelles diversifiées de notre pays qui font notre richesse. La Commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré la séance qu'elle a tenue aujourd'hui à Nouakchott sous la conduite de M. Mohamed Abdelrahman Tolba, président de la Commission, à la présentation et à l'étude du projet initial de la loi de finances pour l'année 2023. Au cours de la réunion, la Commission a suivi une présentation du ministre des Finances, M. Selimoul Mohamdombadi, dans laquelle il a passé en revue les principaux chapitres de ce budget et les augmentations attendues de celui-ci, soulignant que le projet initial de loi de finances pour l'année 2023 se caractérise par l'affectation d'une grande partie des ressources financières aux dépenses sociales et à la dynamisation de l'économie nationale dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azur, a inauguré le siège de la délégation dans la Muqata'a de Nouakchott-Ouest. Le délégué général de Ta'azur a tenu une réunion avec les entreprises et les représentants des bureaux d'exécution des travaux, au cours de laquelle il les a exhortés à respecter les clauses des cahiers de charges qu'ils avaient signés. Le point avec Abdoul Adamabah. Sur une superficie de 1500 mètres carrés, ce bâtiment constitue le nouveau siège de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur. Ce siège de 5 étages comprend aussi un rez-de-chaussée, 102 bureaux, 6 salles de réunion, une salle informatique entre autres. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a affirmé que l'inauguration de ce siège s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a demandé aux locataires de cet édifice à faire bon usage de ce bâtiment tout en s'occupant de l'entretien qui s'y est. L'inauguration de ce siège, souligne-t-il, par ailleurs, est en droite ligne des instructions du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, visant à doter les structures de l'État de locaux dignes de son nom. Le délégué général a, à la suite de cette allocution, procédé à l'inauguration de ces bâtiments qui en plus comptent un service khadamati pour l'accueil des visiteurs, une salle d'attente, un guichet dédié à la réception des requêtes des citoyens. Les autorités qui ont pris part à cette rencontre ont visité les différents compartiments de cet édifice. À la fin, le délégué a tenu une réunion avec le personnel leur demandant de s'acquitter convenablement des missions au service.
La Commission des droits de l'homme, de l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, en partenariat avec le Bureau des Nations Unies en Mauritanie, a organisé ce matin un atelier d'échange sur la stratégie nationale de l'action humanitaire. L'atelier vise à entériner les recommandations contenues dans le rapport élaboré en 2021 et qui vise à mettre en œuvre une stratégie nationale d'action humanitaire. Dans le cadre d'une approche participative et inclusive que le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a organisé un atelier de restitution et de validation de la stratégie nationale de la résilience et de l'action humanitaire. Un cadre juridique mis en place par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile en collaboration avec le système des Nations Unies et la société civile mauritanienne. L'objectif de l'atelier est, selon le Commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, l'adoption des recommandations du rapport de 2021 recommandant l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de l'action humanitaire, en plus de l'approbation d'une approche liant l'action humanitaire au développement, vu que celle-ci accélère le rythme de croissance et de prospérité partagée. L'atelier, ajoute-t-il, vise également à déterminer une vision globale portant sur les risques existants dans notre pays. Il a, à la fin de son intervention, indiqué que les différents acteurs concernés par le rapport en question ont exprimé leur adhésion à l'idée de mise en place d'un cadre national renforcé permettant une meilleure gestion des interventions de terrain. Il faut donc louer l'heureuse idée du gouvernement mauritanien, à travers votre commissariat, d'envisager les problèmes humanitaires d'une autre manière à travers la stratégie de la résilience et de l'action humanitaire qui fait l'objet de la validation de cet atelier. Cette stratégie permettra de promouvoir une meilleure gouvernance transversale de l'action humanitaire pour amener les communautés fragiles vers la résilience. Ainsi, au-delà des plans de réponse humanitaire qui s'avéreront toujours utiles pour répondre aux crises humanitaires selon les cas, la stratégie de la résilience et de l'action humanitaire permettra au gouvernement et à ses partenaires de fixer leur regard sur l'autonomisation des communautés pour leur permettre de résister aux chocs exogènes et endogènes. Les participants à cet atelier ont également suivi des exposés présentés par les experts et portant sur l'évolution de la situation humanitaire dans notre pays, ainsi que les mécanismes de résilience à adopter afin de l'accompagner. Le ministère de la Justice, en partenariat avec l'Association mauritanienne des droits de l'homme, a organisé ce matin un atelier sur la préservation des enfants victimes de la mendicité, de l'immigration contre la délinquance juvénile. L'atelier vise à discuter des mécanismes les mieux appropriés pour protéger les enfants victimes de la mendicité et leur fournir les soins nécessaires. Abdullah Damaba. Au cours de cet atelier, il sera question des causes de la criminalité à l'égard des enfants et des voies et moyens permettant leur protection contre la délinquance juvénile. Ces rencontres constituent aussi une occasion d'évoquer le traitement judiciaire aussi bien au niveau de la police que de la magistrature. Cet atelier est conjointement organisé par la DPJ, Direction de la protection judiciaire, avec la MDH, Association mauritanienne des droits de l'homme. Le secrétaire général du ministère de la Justice a affirmé que ce département a mis en place une stratégie visant à protéger les enfants victimes de mendicité et de la migration. Cette stratégie, dit-il, est mise en œuvre en collaboration avec les associations actives dans le secteur des droits humains. Au sortir de ces échanges, nous sortirons avec des recommandations qui permettront à la société civile mauritanienne et particulièrement à la MDH qui s'intéresse à cette frange de la population mauritanienne de pouvoir accompagner les personnes et les institutions qui sont mobilisés autour de la protection de l'enfance en Mauritanie. Les différents aspects de ces rencontres ont été mis en avant. Dans cet atelier, on va suivre de différents exposés sur les causes des criminalités en Mauritanie, sur le traitement judiciaire, quel que soit au niveau de la police et quel que soit au niveau des magistrats et sur le terrain. On va aussi voir quelle est l'approche de la Mauritanie dans ce cadre. Et je crois que l'approche de la Mauritanie pour la Cibonie, c'est une approche exemplaire, surtout sur les témoins de différents partenaires, surtout les partenaires internationaux. Rappelons que ces rencontres s'étalent sur 2 jours.
Nouakchott a abrité ce matin la cérémonie de lancement du laboratoire mobile du groupe des 5 pays du Sahel pour simuler la riposte à l'épidémie. Ce projet vise à renforcer la coopération régionale entre les pays sahéliens afin de réduire les risques biologiques potentiels. Le point avec Melika Mtanakli. L'exposition d'un laboratoire mobile au gouvernement mauritanien entre dans le cadre d'un projet allemand qui vise à renforcer les capacités de prévention et de riposte transfrontalière des pays du G5 Sahel par rapport aux menaces biologiques ou au bioterrorisme. Ce projet vise la mise en place d'un réseau de biosécurité entre les institutions de santé publique dans l'espace du G5 Sahel et en cas de suspicion ou d'éclatement d'épidémie, les experts des laboratoires mobiles devraient être en mesure de diagnostiquer et d'identifier les agents pathogènes. Le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Aminoul Mohamed El-Haj, souligne l'importance cruciale de ce projet. La région du Sahel est depuis une décennie confrontée à un défi sécuritaire, militaire certes, mais aussi sanitaire, avec le risque du terrorisme biologique et des épidémies virales dont le diagnostic n'est pas à la portée de bon nombre de pays d'Afrique de l'Ouest. Les multiples épidémies dues aux pathogènes émergents et réémergents rappellent que le danger est permanent dans cette région de l'Afrique. Il était donc urgent et critique de développer les capacités des États de la région du Sahel, que sont la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, à réagir à l'apparition de foyers de maladies tels que la maladie à virus Ebola, la fièvre de Lassa, la fièvre de la vallée du Rift, la maladie à virus Zika, la dengue, la fièvre hémorragique Crimée-Congo, la pandémie de la Covid et plus récemment la menace d'épidémie à la variole du singe. L'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, quant à elle, a mis l'accent sur l'ancienneté et la solidité des relations avec la Mauritanie. Cet événement aujourd'hui est surtout un résultat important d'une collaboration étroite sur plusieurs années entre les pays du G5 Sahel et des institutions allemandes. Ainsi, l'Allemagne a organisé sous sa présidence du G7 une conférence spécialisée portant sur les défis actuels dans les domaines de la sûreté biologique organisée en octobre dernier à Berlin. La Mauritanie, en tant que partenaire étroit et de confiance, y a participé. L'objectif de la coopération transnationale est de réduire ce risque sécuritaire global. La mise à disposition du laboratoire mobile a commencé au Mali puis s'est étendue aux autres pays du G5 Sahel. C'est ainsi qu'un laboratoire mobile a été mis à disposition de l'Institut national de recherche en santé publique. Sa directrice adjointe souligne qu'il s'agit d'un exercice du laboratoire mobile et ceux de l'espace du G5 Sahel. Le projet prévoit également la formation professionnelle des experts des laboratoires des institutions partenaire du G5 Sahel. Quant au maire de Riyad, il a mis l'accent sur l'espoir de pouvoir dorénavant compter sur ces laboratoires mobiles dont les experts pourront dépister et diagnostiquer des agents hautement contagieux, ce qui permettra d'avoir la capacité de répondre plus rapidement aux menaces biologiques. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République arrive à Niamey pour participer au sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique et la session extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine. Le Premier ministre préside une réunion du Haut Conseil de la numérisation. Et des membres du gouvernement s'activent à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.